Ça y est, le bouge. Ça bouge. Aujourd'hui, une journée de chasse bien particulière, car on va rester à l'intérieur de l'atelier de Jean-Paul Ridon à Léré, que tous les chasseurs et chasseurs africains connaissent, car c'est un fabricant, un artisan passionné, fabricant de carabines de grande chasse et de grande précision. Alors il va en deux parties nous livrer tous ses secrets de fabrication. Comment fabrique-t-on une carabine de grande chasse ? Bon, et bien aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir encore une fois à Léré pour vous présenter à nouveau la fabrication d'une carabine. Aujourd'hui, on va fabriquer une carabine d'un calibre de battu qui est une 9.362 qui a été commandée par un client du sud de la France. Et ce que je voudrais vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est surtout qu'une carabine, ce n'est pas simplement un canon vissé dans une boîte de culasse, mais vous le verrez tout à l'heure, c'est le réglage d'une feuillure à 5 centièmes, c'est le fait que pour qu'une carabine tire mieux qu'une autre d'une manière plus précise, il faut prendre beaucoup de soin, et je pense que seules les armes faites à l'unité peuvent procurer ça, contrairement aux armes industrielles. Alors, cette carabine, on va donc lui donner un nom de baptême. Ce nom de baptême, ça va être son numéro qui la suivra toute sa vie, d'abord lorsqu'elle passera au banc d'épreuves officiel de Saint-Étienne. On va donc enregistrer sur le registre des fabricants cette carabine. Bon, vous avez ici devant vous mon registre de fabrication. Cette carabine est donc la 260e qui va sortir de cet atelier. Ça va être une 9.362, ça va être un modèle luxe, on va donc la coucher sur ce registre. Alors, numéro 260, type d'arme carabine, étant donné que je fabrique également des express et des Kiplof. L'arme est une arme de 5e catégorie, donc voilà ma marque, J. Péridon. Le calibre, 9.362, le modèle qui est un modèle luxe, et on répète son numéro, qui est le numéro 260. Voilà. La carabine a donc déjà maintenant une existence. Bon, ben nous voilà dans l'atelier, qui est l'atelier d'ajustage. Tout à l'heure, nous irons dans l'atelier d'usinage où il y a le tournage et le fraisage. Bon, on va donc, voici le canon, on va vous présenter les composants. Voici un canon de 9.362, qui est un canon de 60 cm de long. Le 9.362 est un calibre utilisant des poudres vives, donc 60 cm suffisent. Il est clair que si c'était un calibre magnum comme un 300 Winchester Magnum ou un 375 ou un 338 ou un 868S, nous eussions été obligés d'avoir des canons de 65 cm pour éviter l'hérésie de certains fabricants qui sortent des 300 Win à 50 cm, ce qui fait qu'avec la perte de vitesse très importante, la puissance restante n'est que celle du CN64, quoi. Bon, alors voilà un canon 9.362. Comme vous pouvez le remarquer, ce canon a très légèrement été tourné à l'avant pour pouvoir souder le support de guidon. On va donc reprendre le filetage qui est là, reprendre le taraudage de la boîte de culasse Moser, de façon à commencer à faire l'ajustage de canon dans la boîte de culasse. Alors, vous venez d'entendre prononcer le mot boîte de culasse Moser. Actuellement, ces boîtes de culasse sont sûrement ce qui se fait encore de mieux, pour peu que l'on n'utilise pas n'importe quoi. Il existe des milliers, des dizaines de milliers de boîtes de culasse dites type Moser sur le marché, qui n'ont qu'une lointaine ressemblance avec celle-ci. La preuve, c'est que certaines carabines sur le marché coûtent 3000 francs et c'est le prix que je paye une boîte de culasse. Alors, la boîte de culasse, dans son état brut, la voilà. C'est une boîte de culasse DWM, Deutsche Waffen Munition Berlin, d'où l'abréviation DWM, de la série 1908 et 1909. Donc le top en matière de boîte de culasse. Actuellement, si nous devions refaire une boîte de culasse de cette qualité avec les aciers de cette qualité, elle coûterait entre 8 et 9 000 francs. Donc, on utilise ces boîtes de culasse. Alors celle-ci, vous verrez tout à l'heure l'usinage, a été réusinée au rayon de courbure standard de diamètre 36 à l'avant.
de façon à recevoir ce canon. Alors, première chose à faire, on refait le filetage de canon, qui est un filetage qui est brut de tour. Alors, on va donc présenter la filière, voilà. Alors, vous voyez, on sent tout de suite la filière qui commence à mordre, ce qui prouve qu'effectivement, sortie de tournage, la cote n'était pas la bonne. Ce qui va permettre un vissage beaucoup plus facile dans la boîte de culasse. Et comme j'ai une technique très particulière pour régler les feuillures, qui consiste à ne jamais utiliser d'outil de chambrage, je suis amené à dévisser des dizaines de fois le canon. Donc il faut que celui-ci soit très libre, ce qui implique après, par contre, de l'arrêter en rotation. Voilà. Donc, vous allez pouvoir vous rendre compte que la quantité de métal enlevée n'est pas colossale, mais n'est pas négligeable non plus. C'est ce qui fait que quelqu'un qui achète un canon pour se faire une carabine, mais s'il n'a pas cette filière qui est une filière tout à fait spéciale, à un pas tout à fait spécial, il ne peut pas monter sa carabine. Voilà tout ce qu'on a enlevé. Alors, de même, les taraudages des boîtes de culasse, qui sont d'origine, parce que ces boîtes de culasse n'ont jamais été canonnées, il s'agit de reprendre cette pièce de façon à parfaire également la qualité du taraudage. Alors, voilà, nous sommes à fond. Alors, lorsque l'on reçoit le canon, l'accord que j'ai pris avec mon fabricant de canons, qui est un fabricant allemand, qui est sûrement actuellement ce qui se fait de mieux sur le marché, qui est Lothar Walther, je lui ai demandé de me livrer des canons qui ont un petit peu trop de métal, c'est-à-dire que lorsqu'on met la cartouche dans la chambre, la cartouche ressort trop, ce qui fait qu'on ne pourrait pas fermer la culasse. Ça veut dire que je vais être amené à enlever un petit peu de métal sur la tranche de canon. Il faut que cette tranche de canon, ça soit elle qui porte, non pas ici à fond de filet, mais il faut que la tranche de canon porte sur la partie interne de la boîte de culasse, qu'on appelle la tranche ici. Alors, pour ce faire, on va faire un petit essai. On va donc mettre un petit peu de sanguine sur le canon. Et on va visser l'ensemble. Vous allez d'ailleurs pouvoir remarquer avec quelle aisance on visse la boîte de culasse. Je pense normalement que ça ne va pas porter. Ici, actuellement, le canon vient buter contre la boîte de culasse, mais le fond du filetage ne porte pas sur la partie interne de la boîte. D'ailleurs, on va le vérifier. Absolument, ça ne porte pas. Donc, il faut donc enlever un petit peu de métal ici, de façon à faire buter cette partie-là. Comme vous le voyez, j'utilise un montage qui est une pièce métallique qui a été usinée et qui permet de positionner d'une manière ferme la boîte de culasse. Ceci peut être pris dans un étau, ce qui nous permet de travailler aisément ici, parce qu'il est clair que dans les morts d'un étau, d'une part, on altérerait l'état de surface de la boîte de culasse, mais qui plus est, la prise ne serait pas parfaite. Voilà. Et on va donc enlever un petit peu de métal d'une façon parfaitement orthogonale. Voilà. On recommence, on remet un petit peu de sanguine sur la tranche de canon. Alors certains puristes vous diront qu'il vaut mieux utiliser le noir de fumée. Bon bref, j'utilise la sanguine depuis 25 ans, puis j'avoue, je n'ai pas trop envie de changer. Voilà, voyons voir si on porte. Elle est bonne. Pour parfaire, on va passer un petit peu de nettoyant, c'est-à-dire un petit peu de triclot au fond pour dégraisser parfaitement. S'assurer à nouveau que cette portée est parfaite, cette portée étant très très importante. Voilà.
Alors, pour mieux assurer le blocage, on va serrer le canon dans ce système-là et faire tourner un petit peu la boîte de culasse pour aller à fond de serrage. Voilà. 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 Donc, alors, on voit très bien ici la portée orange au fond de la boîte de culasse, ce qui prouve que la tranche de canon porte parfaitement. Alors, on va donc maintenant prendre deux munitions de marques différentes, parce qu'il faut savoir que dans un même calibre, il y a des tolérances. Ça veut dire que avec certaines munitions, on va avoir une feuillure un petit peu serrée, avec une autre, une feuillure un petit peu large. On va donc prendre une cartouche RWS et une cartouche Norma, par exemple. Alors, tout à l'heure, vous m'avez entendu prononcer un mot qui est le mot feuillure. Et la feuillure, c'est ce qui différencie une arme précise d'une arme non précise. Parce que maintenant, la qualité intrinsèque du canon ne suffit plus. Il est vrai que, comme je vous le disais, le fait d'utiliser les meilleurs canons du monde, c'est un atout. Mais le meilleur canon avec une mauvaise feuillure, ça va être une carabine tout à fait médiocre dont la dispersion sera beaucoup trop importante. Qu'est-ce que c'est que la feuillure? Lorsque le canon est livré, le canon est chambré. Et la cote de cette chambre est une cote qui correspond à des normes qui sont les normes dites CIP, qui correspondent à une certaine conicité et ici un certain épaulement. Mais cette cartouche, lorsqu'elle est en appui, sort d'une certaine valeur ici. Lorsque la culasse va venir se fermer, si on a trop de feuillure, la cartouche va être trop enfoncée, on va avoir trop de jeu, donc trop de feuillure. C'est-à-dire que sous l'effet du tir, la cartouche va reculer, des gaz vont passer devant autour de l'ogive et ça va disperser. Si on n'a pas assez de feuillure, c'est-à-dire que si la cartouche ressort trop, on ne pourra pas fermer la culasse. On va donc revisser la boîte de culasse et voir comment est cette feuillure. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'on va avoir un petit peu de métal à enlever là, parce que les canons, j'ai demandé aux fabricants qu'ils me les livrent toujours avec un manque de feuillure, de façon à pouvoir enlever un petit peu de métal sur la tranche, faire donc reculer ma cartouche, de façon à avoir une fermeture grasse que j'ajusterai au centième à la fraiseuse tout à l'heure. On va donc faire cette opération, vérifier cette valeur. Alors, on positionne le canon dans ce petit appareil de maintien. On va visser la boîte de culasse. On va la bloquer très légèrement. On va prendre un outil comme celui-ci qui a un petit peu de matière plastique autour pour ne pas abîmer. Voilà. On met la cartouche dans la chambre. Alors, on s'aperçoit qu'ici, si vous voulez, on est un petit peu gras. Ça veut dire qu'on a besoin, si vous voulez, pour la rendre un petit peu plus ferme, on n'a pas assez de jeu, on a besoin d'enlever un petit peu de métal ici. Alors, on va donc reculer un petit peu le canon de façon à devenir gras partout et ensuite de régler notre feuillure à ma feuillure qui est entre 5 et 6 centièmes, qui est quelque chose le minimum que l'on puisse faire, c'est-à-dire au niveau des tolérances, quelque chose de presque parfait. Alors, on redévisse la boîte de culasse. Nous allons enlever un petit peu de métal sur la tranche de canon. Alors, sur cette tranche-là, il s'agit là, avec la grande habitude que l'on a, je peux vous dire que j'ai à peu près 2 à 3 centièmes à enlever. Alors, il est clair qu'on ne le fait pas à la lime, on le fait avec de la toile fine, et je vais utiliser pour ce faire de la toile au grain 240, et on finira avec du grain 600. On va faire maintenant une petite finition, un petit coup de polissage, mais avant de faire ce polissage, je vais vérifier l'entrée de la chambre ici, de façon à ce que lorsque l'on réglera la marche, l'alimentation de la carabine, on n'ait pas ici d'angle vif, de façon à ce que la cartouche rentre très très bien dans sa chambre. Parce qu'il est bien clair que lorsque le canon sera positionné d'une manière définitive dans la boîte de culasse, je n'aurai plus accès
On a ici, vous voyez, un chanfrein d'entrée beaucoup plus agréable pour la balle qui, je le répète, arrive non pas orthogonalement à ce plan-là, mais avec un angle d'incidence qui fait qu'il faut absolument faciliter sa pénétration comme ceci. Alors, un petit coup de polissage avec un grain 600. Voilà. Donc, notre canon est ajusté. Il va donc maintenant rester à monter le canon dans la boîte de culasse, à le bloquer, à mettre une vis de blocage pour éviter que le canon se dévisse, parce que ce système que je suis un des seuls à employer, qui consiste à régler la feuillure sans outil, nécessite par contre ensuite de rebloquer le canon. Les autres fabricants utilisent ce qu'on appelle une fraise de chambre. Or, quand vous avez une chambre dans un état polyglace, comme livrent certains fabricants, il est clair que lorsqu'on repasse l'outil dans la chambre, on détériore complètement l'état de surface de cette chambre. J'ai donc décidé une fois pour toutes de ne jamais passer d'outil dans une chambre, de demander à mon fabricant des chambres polyglaces et de ne régler la feuillure qu'en jouant sur cette cote-là, c'est-à-dire la profondeur de cette chambre. Voilà. Alors, nous allons donc maintenant procéder à une opération importante qui est le montage, le canonnage, c'est-à-dire le montage du canon dans la boîte de culasse. Ça paraît très simple, il n'y a qu'à visser l'un dans l'autre, mais il faut néanmoins assurer un couple de serrage important. Pour ce faire, j'ai donc ici réalisé un petit outillage de maintien du canon. Ce canon, d'ailleurs, est bloqué dans 2 demi-coquilles au diamètre exact de 29 mm, qui est le diamètre normalisé pour les canons utilisés dans les boîtes Moser. Voilà. On va dégraisser avec un petit peu de triclot le filetage ici. On va dégraisser le taraudage de la boîte de culasse, de façon à pouvoir mettre un produit de maintien qu'on appelle du bloc-presse, et on va fixer l'ensemble. Alors, pour s'assurer d'un couple de serrage important, là encore existe un outillage, qui est un outillage tout à fait spécifique aux boîtes Moser, qui permet de se prendre ici sur la partie plate sans pour autant abîmer l'état de surface. Bon, alors, nous allons donc bloquer cette grosse clé, finalement, qui a pour particularité d'utiliser la partie plate de la boîte de culasse. Voilà. Ce qui va donc nous permettre, avec ce grand bras de levier, d'avoir un couple de serrage important. Et il suffit de faire ça. Pour s'assurer du serrage, on va utiliser un marteau. Et tout simplement s'assurer d'une fin de serrage. Et voilà. Alors, il nous reste tout simplement à enlever l'excès de bloc-presse qui peut se trouver à l'intérieur, parce que ce produit aurait pour objet, lorsque l'on mettrait la culasse, de solidariser les tenons de la culasse dans la boîte de culasse. Donc il suffit tout simplement, avec des cotons-tiges, d'enlever cet excès de bloc-presse, le vérifier ici aussi, sinon le bronzage ne prendra pas. Et nous allons en profiter pour marquer le numéro de cette arme. Cette arme a reçu son baptême tout à l'heure, vous l'avez vu, c'est le numéro 260. On va donc frapper à froid ici, sous le canon, le numéro de l'arme, et je vais apposer ma marque. Ça veut dire que si cette arme un jour est perdue, volée, avec ce numéro et ma marque, au banc d'épreuve de Saint-Étienne, on pourra retrouver l'historique de cette arme. Alors, il est bien clair que tout à l'heure, lors de la finition, lorsque je vais graver mon nom, le calibre, je vais également graver ici le numéro de l'arme, mais il est nécessaire que l'arme porte son numéro frappé à froid, parce que dans ce cas-là, les molécules du métal sont écrasées. Ça veut dire que même si on effaçait ce numéro, par un système à base d'acide, on pourrait faire ressortir ce numéro qui aurait disparu par l'écrasement du métal. Donc on va frapper à froid ce numéro. Peu importe si cette frappe est esthétique ou pas, elle ne se verra pas, elle sera dans la mise à bois.
le numéro qui sera utilisé par le client sera ici et gravé. Mais on se doit de frapper à froid ce numéro. C'est donc le numéro 260. Le 0. Voilà. Donc vous pouvez vous rendre compte ici que cette arme porte d'ores et déjà son numéro de baptême. Alors, il me reste maintenant à mettre ma marque pour identifier complètement cette arme. Alors, la marque, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un poinçon qui est déposé, qui est un sigle. Hein. En l'occurrence, moi, c'est JPR dans un losange. Alors, on va également ici déposer la marque. Voilà. Voilà le poinçon qui identifie complètement l'arme. Maintenant, il s'agit d'arrêter complètement et de garantir le non-dévissage du canon. Vous avez vu que pour ce faire, nous avons utilisé un produit chimique qu'on appelle du bloc presse, qui va polymériser et rendre réellement l'ensemble indémontable, mais je préfère m'assurer, en perçant ici à la fois la boîte de culasse et légèrement le canon, ensuite tarauder et mettre une petite vis qui va solidariser le canon avec la boîte de culasse. Ce qui fait que si un jour on veut recanonner cette arme, il suffira de chauffer ici pour détruire la colle que l'on a mise et de dévisser la vis. Alors il s'agit donc pour nous de percer ici à la fois la boîte de culasse et le canon et de tarauder pour mettre une vis. Alors c'est une vis de 3, on va donc percer à 2,5. Voilà. Alors, il est clair que ce sont des forets tout à fait spéciaux parce que la dureté des boîtes de culasse Moser avec le traitement qu'elles ont subi les rendent très très difficiles au perçage. Alors maintenant, nous allons donc tarauder le perçage que nous avons fait. Donc avec un jeu de tarot classique, des 3 tarots. Bon, nous allons donc mettre un tout petit peu, vous voyez, d'un liquide qu'on appelle frein filet faible, qui va ne servir qu'à s'assurer que la vis ne pourra pas, par les vibrations, se dévisser, mais elle restera aisément démontable avec une clé. Alors cette vis va donc à la fois traverser la boîte de culasse, mais à la fois l'épaisseur du canon. Elle va donc solidariser les deux parties complètement, ce qui rendra toute tentative de dévissage complètement impossible. Et voilà, l'opération est terminée. Nous avons donc vu tout à l'heure qu'avec 3 munitions différentes, une GPA de Sologne, une RWS et une Norma, nous avions des valeurs différentes au niveau de la feuillure. Cette différence de valeur se traduisait par une fermeture plus difficile ou plus aisée. Alors, on va donc essayer de mesurer le jeu de la feuillure actuelle, tout simplement en utilisant du papier à cigarette. Une feuille de papier à cigarette fait 2 centièmes de millimètre d'épaisseur. Donc, une feuille ajoutée à notre cartouche donnera une feuillure de 2 centièmes, pliée en 2, 4 centièmes, et ainsi de suite. Alors, nous allons donc prendre une... Alors, on ne va pas prendre la cartouche GPA qui, elle, a la meilleure feuillure, c'est-à-dire, on pourrait presque l'utiliser tel que. On va prendre, par exemple, ou la Norma ou la RVS, qui, on l'a vu tout à l'heure, donnait des feuillures relativement souples, vous voyez. Et là, on va regarder combien nous avons. Alors, on va donc prendre un petit peu de papier à cigarette, on va mettre 2 épaisseurs, c'est-à-dire 4 centièmes. Et ça veut dire que si, avec ces 2 feuilles de papier à cigarette, on a une fermeture difficile, on sait que c'est 4 centièmes qu'il faudra enlever pour fonctionner dans tous les cas. Alors, on positionne ce papier à cigarette, une première feuille ici, la deuxième feuille par-dessus. Voilà. Et... alors là, voilà. Donc, on s'aperçoit qu'ici, on est ce qu'on appelle très gras, c'est-à-dire une excellente feuillure de compétition, mais trop importante pour la chasse. L'action de réarmement serait rendue trop délicate. Donc, on sait que, grosso modo, sur cette
tête de culasse-là, on va enlever à peu près 4 centièmes. On vient de voir des choses très techniques. Dans la deuxième partie, on va voir comment enlever les 2 centièmes qui vont nous permettre d'avoir une carabine de très grande précision avec laquelle on va pouvoir aller chasser en Afrique. À très bientôt.